il y a plusieurs mois, c'était l'hiver dernier, quelque part, peut-être dans une froide journée de février, Vincent Geloso arrive en ondes et il nous fait une chronique complète sur l'aviation au Canada. Oui. C'était quasiment préparatoire, prémonitoire. Il nous expliquait pourquoi c'était compliqué, pourquoi on allait être pris avec des problèmes, justement, de crise de travail, pourquoi ça coûtait plus cher. On fait du protectionnisme au Canada. Pourquoi? Vincent Geloso, Monsieur Boule de Cristal est là. Bonjour, comment ça va? Bonjour. Le pire, c'est que je suis pas sûr que je suis content que tu dises que j'ai une boule de cristal. D'un, ça va dire qu'il va falloir que je parle à plus de politiciens. Oui. Puis ça me crée du dommage psychologique. Oui. Puis, deuxièmement, la dernière fois que j'ai eu l'application de ma boule de cristal, c'était avec l'affaire de Nordvolt. Dans un débat oui! Radio-Canada contre Daniel Breton. Oui! Je m'étais fait dire que j'étais radical, mais j'avais dit que d'ici 1 à 2 ans, ça aurait été un flop. Je m'étais trompé, ça fait été moins d'1 an. Ouais, 8 mois. Ça a été 11. En fait, ça a nécessité uniquement 11 mois pour que je puisse... pour le coût de plusieurs milliards de dollars, je puisse dire « I told you so ». Ouais, c'est ça. Des fois, ça coûte cher, hein, les I told you so. Les I told you so coûtent toujours très cher. Parce que tu nous avais vraiment, étalé à peu près toutes les branches là, réglementaires, puis les droits de cabotage, puis le fait que l'aviation est restreinte, c'est compliqué, c'est dur. Air Canada agit, puis on l'a vu encore, là, carrément comme un monopole, ni plus ni moins, là. Écoute, je suis pas sûr que je suis prêt à accepter le mot monopole pour une série de raisons. Non, parce que comme économiste, monopole, il y a une série de définitions qu'il faut qu'ils soient remplies, qui sont très claires. Mais c'est clair que ce que je veux dire, c'est qu'ils ont une position dominante. Et par contre, ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'il y a une belle illustration de quelque chose que j'essaye souvent d'expliquer, que chaque intervention étatique souvent entraîne et engendre des déséquilibres qui nourrissent des crises subséquentes qui vont après ça demander plus d'intervention de l'État ou un retour en arrière où tu as plus de compétition. Dans le secteur aérien, là, il n'y a pas d'autres personnes à blâmer que l'État fédéral. Ouais. L'État fédéral a créé un système de réglementation qui donne une position dominante à Air Canada en restreignant la capacité des firmes étrangères d'entrer sur le marché facilement. Donc, en interdisant ce qu'on appelle le cabotage et en interdisant l'investissement étranger dans le secteur aérien. Et en plus, le gouvernement fédéral a dit, maintenant, on va, en supprimant la discipline concurrentielle qui aurait à la fois contenu le syndicat et l'entreprise, on va ajouter une loi anti-briseur de grève. Ben oui. Le type de loi qui, par définition, ne fait qu'augmenter la fréquence de conflits de travail, augmente la durée de ces conflits de travail-là. C'est comme si tu avais été voir le pyromane, puis l'État avait dit, écoute, v'là un gallon de propane, v'là un gallon d'essence, puis v'là des allumettes. Puis non seulement ça, mais juste au cas où que les allumettes échouent, je vais te donner un briquet. Ouais. C'est ça qui s'est passé, là. C'est drôle parce que tu parles, là, on parle d'Air Canada, on parle d'aviation, mais tout ce que tu dis là, ça s'applique ou à peu près, là, c'est pas le même domaine, mais avec Post Canada, est-ce que le Canada a une maladie envers ses anciennes sociétés d'État? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'on veut leur donner un lousse parce qu'on est encore attaché? Parce qu'il y a encore des gens, crois-le ou pas, là, dans des sondages, il y a encore des gens qui pensent qu'Air Canada est une société d'État, là. Oui, il y a des gens, j'ai remarqué dans le commentariat, notamment en écoutant, par exemple, Stéphanie Touga à Cube Radio, elle avait l'air d'être très confuse sur c'est quoi une compagnie d'État, c'est quoi une société d'État, puis c'est quoi une compagnie privée. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'est-ce qui s'est passé à Air Canada. Mais on les traite on dirait qu'on les traite encore comme tels. C'est ça qui est particulier. Oui. Puis il y a beaucoup de gens qui partagent un peu la confusion en se disant, juste avec le nom, tu pourrais dire, c'est une compagnie d'État. Mais non, ce ne l'est pas depuis très longtemps. Même si l'État se garde un certain droit de regard sur certaines choses. Mais à l'intérieur d'Air Canada, il faut comprendre, dans le marché canadien, pour le transport aérien, il y a énormément d'entraves à la concurrence que l'État lui-même a créées. Donc, les deux qui sont les principaux, puis il y en a un troisième qui s'ajoute. Le principal, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le cabotage. Le cabotage, c'est du service entre villes canadiennes
Et il est interdit à des firmes non canadiennes d'offrir du service entre villes canadiennes. Puis il faut quand même le mentionner, c'est pas le cas partout dans le monde, là. Il y a un paquet de pays qui laissent les compagnies faire du cabotage. Ben, en Europe, par exemple, à cause des directives de la Commission européenne, tu vois ce qu'on appelle un open sky, où est-ce que Air France peut amener des gens entre deux villes d'un autre pays. Exact. C'est pour ça que tu as des compagnies qui sont, par exemple, Ryanair en Europe, qui est très, très... qui est un big, big deal. Oui, mais c'est... tu sais, en toi puis moi, mettons... Mais juste pour donner un exemple, parce que je veux pas que les gens perdent... Ça voudrait dire... Le cabotage, là, ça veut dire Air France peut amener quelqu'un d'Edmonton à Toronto. Exact. Et ensuite déposer des gens à Toronto, prendre d'autres gens et ensuite partir pour Paris. C'est interdit au Canada pour cette firme-là de faire ça. C'est Air Canada ou une autre compagnie canadienne qui doit offrir le service de Edmonton à Toronto. Et après, Air France a le droit d'amener des gens. Exact. Si Air France est là, c'est parce qu'elle s'en va en France. Elle arrive et elle repart. Elle n'a pas le droit de faire de la liaison entre villes canadiennes. Et pourquoi... Ça réduit la concurrence. Puis tu vas me dire, peut-être aussi que la réponse est peut-être niaiseuse, il n'y a peut-être juste pas assez de clientèle, mais pourquoi on n'a pas... Puis c'est une question, là, on parle de ça beaucoup depuis quelques jours, et c'est une question qui revient. Pourquoi on a aussi peu de compagnies low cost? Pourquoi on n'a pas de low cost au Canada? Ou presque? Parce que le low cost a besoin d'une certaine échelle. Donc, il faut que tu t'imagines que, par exemple, Ryanair en Europe fonctionne parce que le marché est gigantesque. Oui, il y a du monde. Et parce qu'il y a du monde. Et aussi parce que les gens veulent voyager beaucoup par avion entre des destinations. Fait que tu as des gens qui sont relativement riches, tu as plus de gens et tu as des économies d'échelle qui sont générées en conséquent à cause de ça. Au Canada, avec à peine 40 millions de consommateurs, tu n'as pas beaucoup d'espace pour justement le low cost. C'est pour ça que ce que tu te retrouves, c'est justement une situation dans laquelle, pour les vols domestiques, les coûts de liaison sont excessivement élevés. Mais ça fait en sorte que ce qui se passe, c'est que le syndicat, à l'intérieur d'Air Canada, négocie avec une firme dominante. Donc, c'est comme si tu avais la juxtaposition, puis là, j'ai dit que je n'aimais pas le mot monopole ici parce qu'il y a une définition technique que je veux respecter, mais disons pour l'auditeur moyen, je vais l'accepter pour simplifier la chose, c'est la juxtaposition de deux monopoles que tu as. Le monopole syndical avec un monopole d'une société qui se fait protéger de la concurrence. Ben, quand tu juxtaposes des monopoles comme ça, celui qui se retrouve avec la courte paille, c'est le consommateur. Ben oui. Et ça paraît dans les prix des billets aussi. Puis, tu sais, juste pour comprendre, là, si on abolissait l'anti-cabotage, si on permettait aux compagnies, ben, tu as peut-être une compagnie comme Spirit américaine ou Frontier qui pourrait venir faire du Calgary-Montréal low cost. Exactement. Mais ça, écoute, puis, tous les clients en seraient gagnants, mais c'est sûr qu'Air Canada... Est-ce qu'Air Canada, je vais te poser la question sec, est-ce qu'Air Canada survivrait à ça? Je le sais pas, puis c'est pas de mon... Non, je suis d'accord, on s'en fout, mais c'est... It's not my business, puis on devrait pas essayer de protéger une entreprise pour protéger une entreprise. Si une entreprise n'est pas capable de faire plaisir aux consommateurs, c'est tout. Il faut qu'on la protège en forçant les consommateurs à ne pas avoir de choix ou en la subventionnant. Ça, c'est pas le cas avec Air Canada, là, je fais juste dire. Mais peu importe ce que tu fais, si tu forces les consommateurs ou les contribuables à payer pour quelque chose qu'ils ne voulaient pas avoir, ben ça valait pas vraiment la peine de sauver cette société-là. Surtout qu'il n'y a pas vraiment rien qui dit que Air Canada, c'est comme un bien public. Ça tient pas la route, cet argument-là. Non, puis entendre les gens, c'est pas un bijou non plus. Là. Beaucoup de plaintes. Là. Non, pas du tout. Je pense que c'est le temps de comprendre qu'il faut ouvrir à la concurrence. Mais il y a d'autres choses qu'on devrait faire parce qu'il y a une autre loi au Canada qui est très importante dans le secteur aérien. C'est qu'on interdit aux compagnies étrangères de participer au marché canadien. Fait que c'est même pas juste que tu es à France, tu n'as pas le droit de faire des services. C'est que si, disons, tu es une compagnie qui veut dire, ben écoute, je vais offrir des services au Canada, est-ce que je peux m'incorporer au Canada? Non, tu peux pas, à moins que tu aies un certain pourcentage d'actionnaires qui sont eux-mêmes canadiens. Wow. Donc là, tu es en train de dire, ben, fait que même si une compagnie voulait dire, ben, je veux une division légale qui serait canadienne, non, tu peux pas, à moins que cette entité-là, avec qui tu ferais une entente, un partenariat, ce qu'on appelle souvent les
les alliances dans le secteur du transport aérien, tu dirais « Ah, non, 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 non », à moins que, disons, 51% de tes actionnaires soient des actionnaires nés et présentement citoyens, ou je pense que c'est même résidents, en fait. J'oublie la distinction légale si c'est citoyen ou résident, mais il faut que ça soit des Canadiens d'un certain niveau. Mais c'est infernal. Ça réduit c'est complètement anti-compétition. Il n'y a rien à faire avec ça. Oui, puis il ne faut jamais oublier qu'il existe dans la théorie économique qu'on appelle des monopoles naturels et qu'il y a une justification qui est faite par la plupart des économistes qu'il faut réglementer le monopole naturel. Air Canada n'est pas un monopole naturel, donc elle ne qualifie pas à ça. Et plus souvent qu'autrement, ce qui n'est pas des monopoles naturels sont généralement créés par des actions de l'État qui réduisent la concurrence et qui sont même souvent conçus pour réduire la concurrence. Le gouvernement fédéral, dans plusieurs rapports qu'il y a eu à travers les années sur le secteur aérien, a admis que c'était l'objectif de dire que oui, on est conscient que ça réduit la concurrence, mais blablabla, défense nationale, blablabla, le syndicat. Les fleurons, et en fait, oui, puis non seulement ça, mais il y a un effet pervers de la juxtaposition du monopole syndical avec celui de la position dominante d'Air Canada. C'est que en situation de concurrence, les syndicats n'ont de valeur que pour les travailleurs dans la mesure que, ils réduisent les coûts pour l'employeur dans la négociation, dans le taux de roulement. Donc, pour qu'un syndicat soit utile sur le marché, dans une situation de compétition, c'est parce que le syndicat réduit les coûts de la ferme. Puis ça arrive. C'est la raison pour laquelle tu veux avoir des syndicats. Mais là, ici, tu n'as pas la compétition qui agit comme un contrebalancier parce qu'avec compétition, ce qui se passerait, la firme aurait des coûts plus élevés et aurait des prix plus élevés et donc devrait aller out of business. La compétition contient tant le comportement du management que du syndicat. Présentement, avec la situation dominante d'Air Canada, ce qui se passe, c'est que le syndicat et la compagnie dominante se partagent les bénéfices de la position dominante. Si tu veux avoir un syndicat qui se comporte mieux, ouvre à la concurrence. Ouais. Si tu veux avoir une compagnie aérienne qui se comporte mieux, ouvre à la concurrence. Ici, ce qu'on a, là, encore une fois, c'est une instance du pompier du pyromane qui s'improvise pompier après que l'État ait donné au pyromane. C'est drôle, j'ai la même réflexion. C'est la même réflexion que j'ai eue avec la chicane des Premières Nations. Je ne sais pas si tu as suivi ça, là, mais il y a une chicane où tu as. Malheureusement, je n'ai pas suivi. Mais c'est parce que je fais un lien, là, c'est que les Premières Nations chicanent avec les employés puis les travailleurs forestiers, mais le responsable, et là, genre, je prends ça, je l'amène à Air Canada, tu as le syndicat qui chicane avec Air Canada, alors que celui qu'on devrait tous pointer du doigt, c'est le gouvernement. Oui, puis je ne vais pas commenter sur le truc de... Non, mais c'est juste parce que ça m'a frappé que, tu sais, des fois, on regarde ça, puis là, il y a une espèce de chicane qui se monte, puis là, les gens prennent un camp, là. Ah, moi, je suis du port des syndiqués, puis moi, je trouve que c'est trop cher, les billets de... Alors que le vrai responsable du fiasco, c'est les règlements. Les taxes, on n'a pas parlé de ça, Vincent, les taxes, presque 40% du prix du billet d'avion au Canada, c'est des taxes. Tu sais, le vrai responsable du fiasco, c'est le gouvernement. Oui, puis il y en a une troisième raison. Celle-là n'est pas autant discutée dans les rapports gouvernementaux, mais il y a le fait qu'au Canada, on a comme fait la pire manière de privatiser quelque chose possible. Fait que le fédéral a techniquement privatisé les aéroports, mais c'est comme si tu avais décidé d'arrêter de boire tu avais décidé d'aller à Alcoolique Anonyme, puis tu avais décidé, écoute, j'ai un problème d'alcoolisme, puis ici, l'alcoolisme est une analogie pour une société d'État qui est inefficace et coûteuse. Et ce que tu vas faire, c'est qu'au lieu de boire des spiritueux, on va boire juste de la bière. Ouais. Non, c'est pas... Fine, c'est un peu moins pire. Pour ton foie, ça va être moins pire. Mais c'est pas la même... C'est pas la bonne solution. T'es alcoolique quand même. T'as une cirrhose du foie. Fine, boire un peu moins, puis quelque chose de moins dommageable. Tu ralentis un peu les dommages, mais ce qu'on a fait au Canada, c'est qu'on a privatisé les aéroports, mais on les a privatisés d'une manière vraiment weird. Le fédéral demeure le propriétaire de l'aéroport et il a donné aux aéroports, il a demandé à des sociétés à but non lucratif de gérer les aéroports. Et il dit, écoute, tous les investissements que tu fais, en fait, je te mets en charge de mon infrastructure, l'aéroport, tu dois le rénover, tu dois l'améliorer, mais tu n'as aucun des profits de ça, tu dois en fait réinvestir tous tes profits dans ça. Ça ne marche pas de même, là. Ce que ça fait au final, c'est que tu as gardé un système dans lequel l'État
ne pas régler les incitations pour améliorer la qualité des installations, tout en essayant de ne pas passer le coup aux consommateurs. Et en plus, le fédéral, ce qu'il fait avec cette sorte de privatisation hybride qui ne fonctionne pas, c'est qu'il a dit il empêche les nouveaux aéroports d'augmenter leurs opérations. C'est pour ça que sur le bord de la frontière avec les États-Unis, une des choses que tu vois, c'est tous les petits aéroports régionaux qui apparaissent partout le long de la frontière canado-américaine parce qu'eux n'ont pas à composer avec toutes ces restrictions-là et ils attirent du volume justement parce que, comme par exemple, l'aéroport d'Orval doit verser la rente gigantesque, la location qu'il doit payer au gouvernement fédéral, plus les coûts qu'il doit faire pour le maintenir et ne jamais devenir propriétaire. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il passe ça aux consommateurs. Donc, tu as des frais de vol qui sont plus élevés. Et tu as des aéroports américains qui se disent « Hey, écoute, on peut faire le même vol pour le même coût de base, mais sans tous ces frais additionnels-là. » Puis tous les gens qui vivent sur le bord de la frontière avec les États-Unis, qui auraient besoin d'aller à Dorval, allons à Plattsburgh, allons à Burlington. Même plus loin. Moi, j'ai connu des gens du Saguenay qui partaient de Burlington. Il faut le faire. Là. Tu vas conduire 6 heures pour aller partir des États-Unis. Mais ils se disent, écoute, les douanes sont passées, c'est pas pire, puis ça coûte moins cher. Puis là, tu peux leur faire une économie de 70$. Les gens ont l'impression qu'ils sont gagnants, mais eux autres font encore de l'argent. Là, je peux même t'en rajouter un layer de plus pour voir à quel point c'est ridicule. Ma conjointe puis moi, on vit en Virginie. Ouais. Le vol de Washington Dulles jusqu'à Plattsburgh est à peine $100 par personne. 89, ouais. Ça me coûte moins cher me rendre à Burlington, louer une auto à Burlington avec mes 2 enfants, ma conjointe, et après ça, conduire jusqu'à mes parents sur la rive sud de Montréal, que de prendre un vol de Dulles jusqu'à Montréal. Incroyable. Mais ça, c'est parce que c'est le résultat de la mauvaise intervention. Et ce que tu as, c'est que tu crées une situation dans laquelle, à cause de tout ça, tu as des coûts plus élevés pour les consommateurs, tu as un marché qui est moins compétitif qu'il l'aurait. Et le résultat avec ça, c'est que tu vas avoir des conflits de travail plus fréquents. Et tout ça, c'est combiné avec la dernière chose qu'il faut mentionner, c'est que le gouvernement fédéral a passé, il y a quelques années, une loi au niveau fédéral contre les briseurs de grève, donc les travailleurs de remplacement. Dans le parlant syndical, on dit les SCAB. Les travailleurs de remplacement, l'effet que ça a quand tu les interdis, c'est que les conflits sont plus longs et ils sont plus fréquents. On les compense avec une loi spéciale. Exactement. Ils se compensent eux-mêmes. Le but de ces lois-là, c'est de favoriser, c'est de pousser un peu les poids de la balance en faveur un peu du syndicat. Mais là, ce que tu as, c'est que tu as une firme avec une situation dominante et un syndicat à qui tu as donné un peu plus de pouvoir. Il va y aller plus souvent en conflit. Mais au final, qui se retrouve avec la courte paille? Le consommateur, qui se retrouve à avoir des délais de service, à avoir des coûts plus élevés, à avoir non seulement des délais de service, mais des incertitudes dans le service. Donc, le service n'est pas régulier parce que tu ne peux pas planifier une grève à toute fin pratique. Si tu es le consommateur, tu ne peux pas savoir « Ah, écoute, cette semaine-là, ils sont en grève. Hein. » C'est pas aléatoire. Donc, tu te retrouves avec une situation où on peut dire très clairement que la seule personne qui mérite le blâme aujourd'hui, c'est le gouvernement fédéral qui a donné la canne de propane, la canne de gaz, l'allumette et le briquet au pyromane. Puis après ça, il se dit « Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Puis maintenant, on va brimer les droits de grève des travailleurs. » Dans quel monde vous vivez pour voir que toute cette séquence-là, elle n'aurait pas eu lieu si tu avais eu un marché ouvert et compétitif? Vincent, ce monde-là, c'est le plus meilleur pays au monde. C'est le Canada. Merci beaucoup, Vincent. On a fait un beau tour. Toujours un plaisir. Comme disait Dunlop à McCracken, quand j'ai le temps. Quand il y a le temps. Salut. Quand j'ai le temps.